Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends, qui est l'émission dans laquelle on fait venir des personnes qui font vivre la culture comics et la pop culture par leur travail. On vous a parlé récemment dans une de nos émissions front page du lancement d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Sidecona Press, et aujourd'hui on va pouvoir parler de cette aventure avec les créatrices de cette maison d'édition. Paula Gomez, tu es avec nous, bonjour. Bonjour. Et il y a également avec nous Marie-Paul Noël, qu'on a déjà eu le plaisir d'avoir dans le podcast. Salut Marie-Paul. Salut. Alors Paula, c'est Paola ou Paula? Non. C'est Paula. Paula, j'ai envie de te dire, vu que c'est la première fois que tu viens dans le podcast, il va falloir que tu te présentes. C'est l'étape un petit peu obligatoire avant de nous parler de Sidecona Press. Tu peux un peu nous dire ton parcours, ton rapport un petit peu à la bande dessinée, et voilà. Et ensuite, on va dire pourquoi tu as voulu te lancer dans cette aventure dans l'édition. Je pense que comme tout le monde, j'ai un petit peu découvert les comics par hasard. Moi, c'était en 2001, je crois. J'ai commencé avec les X-Men, donc j'étais en pleine adolescence. C'était le feu. C'était le feu. Et après, je me suis fait alpaguer comme ça. Donc, les X-Men, Daredevil, très, très Marvel. Et ça m'a jamais quitté. Et à un moment, j'ai même voulu aller un petit peu plus loin dans ma passion en ayant un blog dédié à l'univers Marvel qui s'appelait Marvel Planet, paix à son âme. C'était une belle époque. C'était 2014, quelque chose comme ça, non? Ouais, ça a duré 7 ans, je crois. Et j'ai fait des trucs vraiment très, très cool. Et ça m'a permis de rencontrer des gens adorables et exceptionnels, dont David Lopez. Et puis, les choses en entraînant une autre de ma vie professionnelle et personnelle, je me suis dit, vas-y. Il y a plein de choses dans le milieu du comics, de la BD, de la pop culture, de l'édition, que je trouve un peu dommage ou un peu révoltante. Je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice et si je peux, faire bouger quelques barrières ou quelques frontières. Et voilà. Maintenant, je lance en ce moment, Sidecona Press, donc une maison d'édition. Très bien. Justement, pourquoi alors une maison d'édition? Parce que toi, tu viens pas de là. Tu me disais en amont de ce podcast que tu viens du milieu de la publicité. Donc, tu fais quand même une forme de grand écart, enfin de saut vers l'inconnu. Alors, c'est un saut dans l'inconnu total, hein, parce que je pourrais dire que je n'y connais rien, mais au final, quand on s'intéresse vraiment à une passion, on apprend quand même des choses. On rencontre des gens au cours du temps et qui nous dévoilent des coulisses et autres. Donc en effet, oui, à la base, moi je viens de la pub. Je suis data analyst social media. Donc des Excel de Facebook et Instagram, c'était ma grande passion. Mais c'est toujours ta grande passion, les Excel quand même. J'avoue, les Excel, c'est toujours ma grande passion. J'aurais pu devenir comptable. Voilà, j'avais le choix entre soit devenir comptable ou soit devenir éditrice. J'ai préféré éditrice. Ça a l'air un peu plus excitant quand même, je crois. Un petit peu, oui. Justement, j'ai envie de te dire alors comment on fait pour se lancer dans le milieu de l'édition quand on y a a priori pas forcément touché d'un point de vue professionnel, mais après voilà, tu as rencontré des artistes, des éditeurs et tout ça, tu connais déjà pas mal de monde dans ce milieu, j'imagine, avant de te lancer. En vrai, je peux dire que c'est assez simple de se lancer. J'ai été très surprise de ça. Donc en effet, c'est toujours cool quand on est épaulé, et j'ai eu la chance d'être épaulée par Marie-Paul dans cette aventure. Mais ouais, en réalité, c'est assez simple. Personne nous regarde de haut. On peut débarquer un peu sorti de nulle part en n'ayant pas d'expérience. Les gens nous écoutent. Après, ça aboutit, ça aboutit pas, mais les gens nous écoutent. Et moi, dans mon cas, dans un premier temps, je vais surtout m'intéresser à de l'achat de droits à l'étranger. Et j'ai contacté en fait des maisons d'édition étrangères et j'ai eu des vrais échanges. Alors qu'ils avaient très bien conscience que je venais de nulle part, que j'avais pas forcément d'expérience, qu'ils allaient, leur titre allait être le début de mon catalogue, et tout s'est très bien passé. Donc oui, il y a des choses, ça a dit oui, des fois ça a dit non, des fois ça a dit peut-être, mais j'ai été très surprise de ça. Donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est une chose qui est cool dans l'édition, c'est qu'on peut apprendre beaucoup. En fait, il y a tout le temps plein de choses à apprendre. Apprendre justement comment se passe le milieu, notamment sur la rémunération des artistes. Je pense que ça se sait de plus en plus que les artistes sont très mal payés, avec des pourcentages de droits catastrophiques, à environ surtout en achat de droits en plus, entre 8 et 10%. Enfin, moi je trouve ça assez révoltant de savoir que l'artiste les personnes qui ont créé la bande dessinée, au final ont quasiment rien du prix final.
Donc ça, c'est des choses que j'avais envie d'un peu changer à mon petit niveau. Et on est en pleine crise du papier, c'est une catastrophe. T'as vraiment choisi le meilleur moment pour te lancer. Donc là, on a la crise du papier, la crise de l'encre arrive bientôt. Il y a aussi la crise du bois aussi, j'ai entendu. Une crise d'un petit peu de tout. Il y a la crise partout. C'est la crise. Donc ça aussi, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui est le plus important. Oui, normalement, je suis une entreprise, je suis censée viser la rentabilité et viser le gros profit. Ça va pas trop être mon cas. Oui, je vais viser une rentabilité, mais je vais surtout viser une meilleure répartition des droits. Ouais. Et faire beaucoup plus attention à ce que je produis et comment je le produis. D'accord. Marie-Paul, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment pourquoi tu es là, du coup, comment tu viens aider Paula pour ce projet? Vu que donc, pour rappel, pour ceux qui t'ont pas entendu, tu es éditrice freelance, tu es aussi traductrice et relectrice professionnelle. Tu donnes des cours, t'es membre de The Ink Link, du projet des Bréchoises. Oui, même si les Bréchoises se sont terminées à la fin du colloque c'était fini. BD, en fait, on a fait une annonce qu'on était ravis, enchantés, que l'aventure était merveilleuse et que ça nous a apporté tellement de choses hyper intéressantes, mais qu'en réalité le projet était très chronophage et qu'on avait toutes des tas de projets liés au matrimoine BD qu'on voulait développer, notamment celles qui m'accompagnaient, sont des chercheuses et qui ont leur thèse à terminer. Donc on a fait ce projet des Bréchoises, c'était super, mais voilà, maintenant on passe à autre chose. Bon, d'accord, très bien. Bon, j'en reviens quand même à ma question qui est de savoir comment tu t'es greffé alors sur Sidecan Press. En fait, je me suis pas greffée. En fait, Paula m'a envoyé un message en me disant au secours, je connais rien, je connais rien à l'édition. Évidemment, je force le trait, bien évidemment. Je t'ai aussi demandé si tu avais faim. Oui, c'est vrai. Oui, elle m'a dit, est-ce que tu manges des tortillas? Alors, faut savoir que je suis végétarienne, mais je mange encore des œufs, donc ça va. C'est comme ça qu'il faut qu'on t'achète alors pour te mettre sur des projets. Plutôt de la bouffe mexicaine, vraiment, mais on en reparlera. On retient. Et en réalité, Paula avait besoin d'avoir un regard extérieur d'une personne qui a déjà de l'expérience dans le milieu. L'avantage que j'ai, moi, c'est qu'effectivement, je suis aujourd'hui en freelance, mais j'ai quand même travaillé en maison d'édition pendant un certain nombre d'années. Donc, j'ai quand même les rouages, j'ai quand même l'expérience. Et comme j'ai quand même bossé dans le service comics chez Delcourt, où pendant 5 ans, c'était de l'achat droit, de la traduction et de l'adaptation de bandes dessinées américaines anglophones. C'était s'épauler, en fait, avoir une sorte de rôle de mentor auprès de Paula, qui donc me pose tout un tas de questions, en fait, sur des choses qui, moi, sont évidentes, parce que c'est un truc que je fais depuis bientôt 18 ans maintenant, mais que Paula découvre complètement, et que forcément elle a une capacité d'adaptation, de mémorisation qui est absolument formidable, en plus de sa maîtrise des tableaux Excel qui me laisse absolument esbody. Mais du coup, voilà, elle est très très dans l'apprentissage, le renseignement. Elle fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui découlent par elle-même. Même si elle connaît pas, elle a réussi à faire plein de trucs par elle-même. Mais néanmoins, effectivement, tout ce qui est, par exemple, des questions sur des contrats, ou quand t'as pas l'habitude de lire des contrats, de pourquoi est-ce qu'il y a cette clause-là, pourquoi est-ce qu'il y a ce truc-là, etc. Donc voilà, donc c'est un rôle comme ça d'échange, d'un appui logistique, si tant est qu'on puisse dire. Et puis évidemment après, il y a toute la partie correction, relecture de tout contrat, de la campagne, ce genre de choses, quoi. D'accord, mais parce que alors c'est quoi les premières étapes? Donc tu me disais qu'avant tu allais contacter en fait donc des ayants droit, des maisons d'édition à l'étranger. Donc en fait c'est ça, c'est la première étape que tu fais pour monter une maison d'édition, c'est déjà pour avoir du matériel à proposer, ça c'est d'aller presque au culot alors de leur écrire. Exactement, c'est clairement envoyer des mails en disant bonjour, j'aime le lancer, est-ce que tel titre que j'ai adoré est disponible pour le marché français? Il y avait quand même quelques petites étapes préliminaire quand même. Quoi? Il fallait quand même créer ton entreprise. Oui, remarque. Non mais en fait ça paraît logique, mais c'est un truc auquel on pense pas forcément. Il y a toute l'économie de la création de l'entreprise. Quel format d'entreprise tu crées? Donc il y a trouvé évidemment il y a trouvé le format. Il y a savoir combien on va mettre d'argent, parce qu'il faut évidemment un capital. Donc en soi un capital ça peut être 1 euro, mais on va pas imprimer grand chose avec 1 euro. Et aussi comment on fait pour se financer. Donc c'est en ça que moi j'ai décidé de passer beaucoup par Ulule.
Donc oui, le premier projet qui est l'artbook de David Lopez, Donjons et dessins, passe par Ulule, mais au final, ils vont tous passer par Ulule à différents niveaux, avec des objectifs différents. Mais oui, il y aura forcément une aide de... Enfin, c'est un choix. C'est un choix qui, moi, m'a permis aussi de raisonner sur quels étaient les objectifs et quelles étaient les valeurs de cette Conapresse. Et il y a évidemment éviter d'imprimer à tout va en grande quantité pour qu'après ça se retrouve au pilon quand on est en pleine crise du papier, qu'on est en pleine crise de l'encre, bref, et que ça sert un peu à rien de produire pour après détruire. Bah, Ulule va me permettre ça en fait, parce que ça fait des précommandes, donc je sais le volume que je dois imprimer. Ouais, parce que ça te permet d'ajuster le volume pour pas, de toute façon, enfin, même les grosses maisons d'édition, en fait, je déteste avoir des retours et des stocks qui leur coûtent beaucoup trop cher à gérer. Ouais, c'est pour ça que le circuit du livre envoie beaucoup trop de choses au pilon, dans sa façon de fonctionner habituelle. Je comprends le côté de rentabilité de si on en imprime 5000 exemplaires, bah oui, ça coûte moins cher, mais en fait, déjà, tu les imprimes, tes 5000, et puis après, il faut aller les vendre, les 5000 et... Ouais, quand tu reçois tes relevés de droit et que tu vois que t'as 500 exemplaires qui sont partis au pilon, ça fait mal, quoi. Tu te dis, pétard, pourquoi est-ce que 500, c'est dommage que ces 500 exemplaires soient partis au pilon, mais c'est une vraie problématique, et même si, comme tu disais, il y a pas mal de maisons d'édition qui maintenant font des tirages plus serrés, quitte à ce que dès la mise en place, ça reparte à l'impression, pour éviter le pilon, mais c'est une catastrophe. Après, on sait très bien que le pilon, il y a quand même tout un recyclage, etc., mais bref, si on pouvait l'éviter un maximum, ce serait mieux, quoi. Donc toi, ça te permet alors d'être d'être plus éco-responsable, en fait, on va dire là-dessus. Okay. Il y a une vraie volonté, oui, il y a une vraie volonté d'être éco-responsable. Ça va aussi sur mes choix de partenaires et notamment les imprimeurs. On sait que les imprimeurs en Europe de l'Est sont excellents, avec des prix très intéressants, mais ils sont quand même en Europe de l'Est. J'ai rien contre l'Europe de l'Est, mais au final, c'est quand même un peu loin. Donc, faut rajouter le transport. Enfin, c'est une empreinte carbone, on va dire. Ça va pas s'impacter sur le livre, sur le prix, sur les gens, mais ça va s'impacter au final sur la planète. Donc moi, j'ai fait un choix d'imprimer en France ou les pays frontaliers. Donc, ça peut être l'Espagne ou l'Italie. Et là, dans le cas de l'artbook, ça va être un imprimeur en Espagne. Puisque David Lopez est espagnol. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Non. Enfin, si, d'accord. Il est espagnol, mais ça n'a rien à voir sur le choix de l'imprimeur. On va dire que c'était plutôt moi, ça m'a permis de contacter des gens, parce que comme je suis d'origine espagnole et que je suis bilingue espagnol, ça m'a permis de contacter des gens un peu dans d'autres pays, dont l'Espagne. D'accord. T'as mis sur ton compte Instagram notamment, que t'avais plusieurs types d'engagements en fait que tu voulais faire, et que justement tu profitais du fait que cette Conapresse soit une maison d'édition indépendante. Ça te permet d'avoir une liberté totale en fait sur tes choix. Oui. Est-ce que tu peux un peu développer les différents choix que t'as listés pour qu'on comprenne vraiment les ambitions artistiques en fait de ta maison? Alors justement, en fait, le premier qui vraiment était important pour moi, parce que je le voyais en tant que lectrice, j'étais souvent confrontée au même type d'artiste, en fait, que j'avais entre les mains, et il me manquait notamment des personnes issues de minorités, qui parlent de sujets, on va dire, plus contemporains, qui parlent du monde dans lequel on vit et qui correspond un peu plus à la personne que je suis, le monde dans lequel je vis. Donc oui, il va y avoir, on va dire, un petit peu moins d'hommes blancs, cis, hétéros. Les fameux. Les fameux qui sont partout. Oui, je sais, David Lopez est un homme blanc, cis, hétéro, mais on reviendra après pourquoi ce choix. Donc oui, plus de diversité. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, et je voulais en fait profiter j'ai une maison d'édition, je fais ce que je veux, je vais faire ça. Éditer aussi, je sais quand il y a des mots qui résonnent dans la tête de chacun, de bande dessinée, manga, comics. Moi, ça m'est un peu égal. Moi, ce que j'aime, c'est le 9e art au final. Puis je parle même pas des fanzines qui n'existent pas en France, sauf Scarce. Scarce. Qui existe encore, mais sinon, oui, je suis pas sûr qu'il y en ait énormément. En tout cas, sur les comics, pas vraiment, non. Il y a des fanzines qui se font par il y a des fanzines qui se font. C'est des étudiants d'art, c'est un micro. C'est un truc ultra fermé. Donc, moi qui me suis un peu plongée dans la micro-édition et pour voir ce qui était fait, en vrai, il y a énormément de choses. Okay. Mais c'est pas très bien mis en avant en France, contrairement à l'Espagne. Enfin, j'ai beaucoup parlé d'Espagne parce que c'est un milieu que je connais et que je regarde. Mais d'autant plus que nous, on connaît pas. Donc, si tu veux expliquer après des différents trucs, vas-y, parce que je pense que les gens qui nous écoutent sont curieux. Donc, franchement, n'hésite pas, quoi. Donc voilà. Donc,
je me limite à rien. Évidemment, là, ce que j'ai dit sur limiter l'empreinte carbone, c'est important pour moi. Et aussi, ce que j'ai déjà dit et qui est, on va dire, le numéro 2 dans ma ligne de mire, c'est mieux payer les artistes et aussi mieux payer et donner plus de visibilité à toutes les personnes en fait qui contribuent à faire un livre, parce que c'est pas juste les artistes. Il y a aussi une personne qui va faire la maquette, il y a une personne qui peut faire le lettrage, qui va faire la traduction, la relecture, et c'est important aussi de montrer que faire un livre, ça va impliquer beaucoup de personnes à différentes étapes et de les valoriser. Et comment tu veux faire ça alors concrètement? C'est sur des crédits de couverture ou de quatrième de couverture? Il y a évidemment sur les crédits, donc oui, c'est assez ouf de voir que sur les crédits il y a quasiment jamais personne. Donc oui, les crédits et ça va être aussi donner des pourcentages. Ah d'accord, ok. Voilà. Dès que c'est possible, de donner des pourcentages en plus du salaire. Sur les maquettistes, par exemple, ou sur le... Ouais, d'accord. Voilà. Parce que là, actuellement, en fait, c'est quoi? C'est auteurs, dessinateurs et traducteurs, en fait, qui reçoivent, et c'est ça. Tout. Oui, en général, c'est ça, ouais. C'est scénariste, dessinateuriste, coloriste. Et encore, ça dépend les coloristes. Parfois, souvent même, des fois, ils sont droits. Ouais, ils sont payés juste au forfait. Les traducteuristes, effectivement, qui ont un pourcentage, mais souvent très bas. 0,5%, je sais, voilà. je connais les bails. Tu fais mou quand t'es à 1%. Mon Dieu, c'est la fête, c'est champagne, tu sais, tu nages dans le champagne. Ça tombe bien, moi je donne 1%. Voilà. et c'est tout, effectivement. Après, c'est de la rémunération en salaire quand c'est du salariat, ou comme c'est beaucoup trop le cas actuellement, du prestataire de service en freelance qui est payé soit à l'heure, soit à la planche, et qui se retrouve souvent à devoir bosser sur beaucoup de titres pour pouvoir faire du chiffre d'affaires, parce que t'as tes cotisations à payer à la fin du mois, alors que quand t'es salarié, tu cotises, mais tu le vois pas sur ton salaire, quoi. D'accord, ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer le nom du coup? Donc ça se dit Saïd Kona Press. Parce que moi je dis Saïd, du coup on sait jamais. Saïd Kona, je savais pas comment. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de prononciation, étant donné que c'est pas un mot français ni latin. Donc Saïd Kona, ça vient du norrois, qui est l'ancienne langue des langues scandinaves, et ça veut dire, je vais le dire très mal, mais c'est un peu ça derrière l'idée, ça veut dire sorcière. Et en fait, notamment, c'est les personnes qui arrivent à voir ce qu'ont prévu les nornes, les trois femmes qui gèrent le destin des dieux, des humains dans la mythologie scandinave. Donc elles sont au pied de l'Yggdrasil. Qui sont souvent des vieilles. Non, en fait, il y a une vieille, une normale et une très très jeune, parce qu'il y en a une qui est sur le futur, une sur l'actualité et une sur le passé. Et voilà, les Saïd Kona ou les Volva arrivent à interpréter le destin des normes. Et c'était ça, en fait, ce titre, ce nom. Le côté sorcière, les fameux « nous sommes les filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées ». C'est une référence à ça. Et c'est une référence aussi à si on bougeait un peu le destin d'artistes ou le destin des lecteurs et lectrices. D'accord. Et le logo, j'imagine que alors ça évoque un peu le chapeau de sorcière ou pas du tout? Non, en fait, c'est un... Enfin, il y a le signe donc féminin, mais je sais pas, quand tu le regardes dans ce sens-là, en le lisant, j'ai l'impression que du coup ça évoque un peu le chapeau de sorcière. Mais après, c'est parce que je suis influencé parce que tu m'as dit que ça veut dire sorcière. Peut-être que je suis juste... En fait, c'est une vraie lettre. C'est une lettre qui est dans l'alphabet scandinave, qui est aussi dans l'alphabet. Non, mais j'aime beaucoup ton interprétation. Moi, je vois une croix. Je vois moins un chapeau qu'une croix, mais... quand tu le mets, tu vois, quand tu le mets... Ouais, non, effectivement. Après, on a bu que du café pour ce podcast, hein, oui, c'est peut-être pour ça, peut-être que ça fuse à 100 à l'heure. Non, c'est une vraie lettre, et comme elle n'était pas dans notre alphabet, je la trouvais cool de la mettre en avant. D'accord, très bien. Alors, tu commences donc sur Ulule. Ça aussi, tu as fait le choix du financement participatif. Tu disais avant que c'était pour pouvoir ajuster les commandes et tout ça. Après, c'est, j'imagine qu'il y a d'autres raisons aussi pour ça sert aussi à la com. Ce type de modèle économique. Ça sert aussi à la com, en fait. C'est assez facile de réunir tous les gens à un endroit de manière très très simple. Et ça peut être aussi bien les lecteuristes comme les libraires.
parce que là aussi j'ai prévu des pourcentages beaucoup plus intéressants pour eux, parce que eux et elles aussi sont pressurisés par le marché, par les distributeurs, les diffuseurs. Ça fait beaucoup de monde, donc réduire un peu la chaîne des personnes qui sont impliquées et de nouveau faire que ça soit plus simple et plus équitable, on va dire. C'est-à-dire que tu seras dans des circuits de distribution, de diffusion classiques quand même, ou ça se passe après comment Ça pour le moment. Je sais pas si c'est de la logistique que tu as déjà dit. Non, c'est une logistique qui est encore en cours de réflexion et qui risque d'être adaptée projet par projet. Parce que tous les projets ne seront pas les mêmes, tous les projets ne vont pas s'intéresser, ne seront pas destinés aux mêmes personnes, même si en vrai, quand on aime une bande dessinée, tout le monde peut la lire, mais voilà, selon les sujets, il va y avoir des choix en fait. Et c'est ça aussi, c'est que je vais pas faire énormément de livres, j'ai pas prévu d'en faire 15 000 par an, rassurez-vous. Mais je vais les faire, de bien m'en occuper, de bien les chérir et de faire des choses qui leur sont propres à chacun. D'accord. Alors justement, tu dis que tu vas faire donc comics, BD ou manga, voire fanzine ou artbook, et donc tu commences par un artbook. Donc c'est quand on parle de maison d'édition. Je t'avoue que moi je m'attendais d'abord à une BD forcément, mais en fait tu nous prends à revers parce que tu commences par un artbook. C'est une rebelle. Ouais, je vois ça. Je fais rien comme tout le monde. Donc le projet qui s'appelle donc Donjons et dessins volume 1 de l'artiste espagnol David Lopez, qui a fait pas mal de comics chez Marvel, qui a aussi fait un titre dans le panel Syndicate qui s'appelle Blackhead et Ironhead, et qui donc en fait a fait un artbook en adaptant son Inktober de l'année dernière, donc avec des dessins de personnages de Donjons et Dragons grosso modo, pour en faire un artbook. Donc pourquoi est-ce que parmi tous les autres, parce que j'ai bien compris que tu avais d'autres projets, je sais pas si tu voudras en dire plus après ou pas, mais parmi tout cela, tu as choisi de commencer par celui-ci. Pour plusieurs raisons. La première, je suis fan de David Lopez et j'ai la chance de pouvoir dire que je suis amie avec David Lopez et c'est vraiment très très cool. L'autre raison, c'est parce que je joue à Donjons et Dragons, tout simplement. Et si je peux le dire, le personnage qui est sur la couverture, c'est mon personnage de Donjons et Dragons, je commençais en fait une partie quand lui il était en train de faire son Inktober, et donc il m'a fait ma Tieflin paladin, et en ne le sachant pas, ça s'est retrouvé en couverture de son artbook parce qu'il l'a auto-édité en espagnol. Et aussi, j'avais envie que pour le premier titre que j'allais éditer, je voulais que ça soit une personne qui me soit, une espèce de parrain ou marraine. Et David Lopez m'a beaucoup appris sur le milieu de la bande dessinée, sur le milieu du comics. Et j'ai été ravie quand il m'a proposé d'éditer son artbook en français. Et clairement, j'allais pas dire non. Donc oui, je commence avec un artbook. Et ce qui est cool, c'est que oui, ça s'appelle Donjons et dessins volume 1. Parce que ça veut dire qu'il y aura d'autres volumes, et comme le montre son Inktober de cette année, où il refait un Inktober toujours sur l'univers de Donjons et Dragons, mais là il a un petit peu changé. Là où l'année dernière c'était 36 personnages très badass qui seront jouables à des parties de Donjons et Dragons. Donc si vous êtes fan de Donjons et Dragons, de jeux de rôle, ou si vous avez envie de vous mettre, ces personnages seront jouables. Sachez que Paula a déjà prévu de m'initier à Donjons et Dragons avec ses personnages. J'ai pas le choix. En plus, si je veux continuer à être impliqué dans l'aventure, c'est la condition. Elle t'a piégé avec des pattes et puis maintenant tu te retrouves à devoir jouer à Donjons et Dragons. On va lancer des dés-20, ça va être très très bien. Est-ce que c'est un univers particulier, le jeu de rôle quand même, ou c'est très populaire? Ouais, non. En final, non, les gens souvent vont pas connaître, ils vont se dire il va y avoir plein de règles, est-ce que j'ai vraiment, c'est quoi, je sais pas. Et au final, c'est juste une histoire qui est co-construite avec les joueurs et les joueuses, le Dungeon Master qui en fait a les grandes trames mais qui ne force personne à faire quoi que ce soit, et c'est une histoire qui est co-construite. Faut juste un petit peu avoir envie d'incarner un personnage qui n'est pas soi. Mais tu peux de toute façon donner des traits de personnalité à ton personnage, mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et ça peut se faire en 4 heures. Je te rassure, Marie-Paul, l'initiation durera même pas 4 heures. En vrai, j'ai déjà fait du jeu de rôle, mais je ne l'avais pas dit. Quoi?
Et alors, c'est dans les illustrations qu'ils proposent, en fait, c'est à chaque fois pour des personnages que tu veux incarner, il y a aussi des caractéristiques, ou c'est vraiment, on est juste sur vraiment de la démonstration artistique, en fait, Là, ouais. dans sa démarche initiale, c'était juste une démonstration artistique, et lui aussi est joueur de Donjons et Dragons. C'est ce qu'il explique dans son introduction et que je peux vous dévoiler. En fait, il a commencé quand il était ado, il jouait. Tous les week-ends, il jouait chez ses amis, et comme c'était le seul à peu près à dessiner, il s'est mis à dessiner ses personnages, les personnages de ses amis, les adversaires que dans ses parties il rencontrait. Ses amis lui payaient l'équivalent, je crois que même pas 3 €, je crois, pour dessiner les personnages. Donc il a commencé sa carrière d'artiste, on va dire comme ça, avec Donjons et Dragons, puis après il est devenu artiste de comics. Et là, sur ces dernières années, il s'est remis à jouer. Donc il a une partie avec des artistes en Espagne et avec une partie en italien. Je crois qu'il est pas bilingue italien, ou à peu près. C'est assez compliqué, je crois. Il est juste là pour être un barde et donc chanter des trucs très faux, si j'ai bien de ce qu'il m'a raconté. Et voilà, il avait envie de rendre hommage à sa passion de jeunesse qu'il a, on va dire, redécouvert, et mettre à profit ses talents d'artiste. D'accord. Et alors pour l'adaptation dans la version française, donc tu m'as montré la version espagnole qui est un assez petit format en cartonnet. Toi, tu veux partir sur un format plus grand, surtout parce que c'est des choses auxquelles tu réfléchis consciemment, ou par rapport au public français, ce que tu sais du public français aussi. Alors il y a évidemment un peu plus grand, parce que oui, en France on aime bien les choses, les BD un peu grandes. Donc oui, il y a ça. Il y a aussi, en fait, ça va dans ma démarche de réduire mon empreinte carbone. L'imprimeur que j'ai choisi, je lui ai demandé en fonction des machines qu'il avait quel était le meilleur format pour que lui il puisse imprimer, et sur lequel il y aurait moins de chutes de papier. Et donc c'est ce format que j'ai. Donc en fait j'ai suivi son indication de ce format-là est le plus économique en termes de papier. Et je me suis dit c'est ça en fait. C'est ça que je veux. Donc ça tombe bien parce que il va être un peu plus grand, mais en même temps il y a cette volonté de réduire. Il sera souple, parce que même si on aime beaucoup le cartonné en France, ça fait des produits très très nobles. En fait, ça coûte cher, et dans la crise dans laquelle on est, il y a de plus en plus de maisons qui vont soit réduire le cartonné ou revoir un peu à la baisse. Donc en souple. Et moi, je viens du souple en fait. J'ai commencé les X-Men en format fascicule, donc c'était souple. Et moi, j'aime bien le souple. Désolée. Ça sera souple avec rabat. Ça, c'est quelque chose que tu veux faire sur tous les autres projets aussi. Alors, donc oui. Toi, tu es pour le retour du souple. Je prône le retour du souple. C'est mieux dans les bibliothèques, ça prend moins de place. Et au final, ça s'abîme pas tant que ça. Quand c'est bien fabriqué, la colle tient bien. Quand la colle tient bien, oui. Après, c'est pas plus des soucis, tu sais, de griffures sur les couvertures, ou je sais pas, quand tu déplaces les bouquins, que c'est moins solide que le cartonné. Je crois que c'est pour ça que les libraires aiment pas trop ça, en fait, parce que ça s'abîme plus facilement en rayon. Hein. Quoi, tu n'as pas 2500 comics chez toi, Marie-Paul? Alors, si, justement, je suis en train de faire ma bibliographie, la bibliothèque chez moi, et je suis déjà, mon Dieu, au secours. Pourquoi est-ce que j'ai autant de livres chez moi? Ah non, c'est compliqué à gérer, effectivement. Il faudra faire un podcast un jour sur la gestion de collection de bandes dessinées. Ouais. Tous des gens qui sont très flippés des questions de déménagement, je crois. Calax ou Billy ou... Ouais, c'est ça. Ça. Calax plutôt. Mais... ni l'un ni l'autre. Ouais. En fait, il y a une étagère Ikea toute simple en bois qui tient extrêmement mieux que Calax et Billy, et qui est pas de l'agglo. Alors aujourd'hui, les conditions de fabrication, les colles qu'ils utilisent dans l'agglo sont moins mauvaises pour la santé, mais il faut savoir que anciennement les Billy ou choses comme ça, il fallait les laisser s'aérer pendant plusieurs jours parce que c'est extrêmement toxique en réalité. Maintenant, aujourd'hui, c'est vachement mieux. Il y a beaucoup moins de problèmes parce que c'est plus réglementé aussi. Mais du coup, cette étagère est fabuleuse parce qu'elle contient 500 volumes sur une seule partie, et ça ne plie pas. Et ça tient extrêmement bien. Donc, j'ai oublié. Ivar, elle s'appelle. Voilà. Très bien. Mais je pense que là, plein de gens qui se découvrent horrifiques, ils ont eu des bibliothèques toxiques chez eux lorsqu'ils les ont achetées. C'est désolé. Tous les lecteurs de comics vont tomber malades prochainement que ce genre de choses-là. Mais on va revenir au sujet quand même, parce que bon, les bibliothèques, on fait pas un podcast sur les bibliothèques Ikea non plus. Marie-Paul, il faudra te discipliner un petit peu, s'il te plaît. Je voulais revenir donc sur les autres projets aussi un petit peu, voir. Je sais bien, je vais pas
casser parce que la communication c'est aussi super important. D'ailleurs, avant de te parler de ça, comment on gère bien une communication sur une campagne parce que moi j'en ai fait quelques-unes, je déteste ça vraiment, c'est un truc qui m'angoisse. On voulait voir un petit peu comment ça se passe de ton côté. Alors déjà, il faut 1 mois pour la préparer et pas 15 jours comme j'ai eu. Je te l'avais dit. Oui, je sais, tu me l'avais dit, mais j'ai fait ça en 15 jours. Ça se fait. C'est sportif. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, il faut une belle page. Et il faut bien expliquer tout ce qu'on va mettre dedans. Il faut bien expliquer les paliers. Donc, après, sur les paliers, il y a est-ce qu'on les cache? Est-ce qu'on les dévoile tous en même temps, d'un seul coup? C'est des choix. Là, j'ai décidé de les cacher. J'ai annoncé les 2 premiers. On verra par la suite. Évidemment, il y a cette histoire de coût. Qu'est-ce qu'on veut se faire? À quoi va servir la campagne nulle pour les frais? Et après, faut communiquer. Donc, il faut beaucoup harceler les médias. Merci d'être là. Parler aussi aux libraires parce que, évidemment, ils vont pas suivre une campagne Ulule, ce qui est normal. Et en plus de ça, ils peuvent considérer que c'est un peu de la concurrence pour eux. Et parler aux gens et se faire connaître par les gens. Donc, je pense qu'une campagne Ulule, ça fonctionne bien quand on est déjà bien installé. Quand on se lance, dans mon cas, c'est chaque effort compte et en vrai chaque effort paye. Le moindre truc, ça, je le vois, soit ça va m'apporter des nouveaux followers, soit ça va m'apporter en fait une visibilité parce qu'il va y avoir du partage ou tout simplement des contributeurs et ça c'est très très cool. D'accord, ouais. Mais parce que justement, c'était aussi une question sous-jacente aussi, parce que je me dis en 2022, t'es lectrice, donc tu connais aussi la situation des comics en France. Tu sais que c'est pas non plus le marché le plus porteur chez nous. On parle souvent de 4 à 6% en fait du marché total de la BD. Il y a pas, mais tu t'y vas quand même quoi, parce que je sais que moi à ta place, j'oserais pas. Je me dis ça sert à rien, tu vois. Et j'y vais pour différentes raisons. Notamment, en fait, comics, ça veut dire quoi? Ça veut dire super-héros ou ça veut dire anglo-saxon? Voilà. Donc, en fait, tout va dépendre du mot que je vais utiliser. Est-ce que je vais parler de bande dessinée ou est-ce que je vais parler d'artbook ou est-ce que je vais parler de comics? Donc, en Espagne, donc je vais revenir sur l'Espagne, ils ont fait ça très très simple. Eux, ce qu'ils produisent, c'est des comics. La production nationale est considérée comme un comics parce qu'en fait, ils n'avaient pas de mots. Ils avaient un vieux mot qui était TBO, qui était le nom d'un magazine parce qu'ils faisaient de l'illustré. Et ça s'appelait TBO, donc ça peut se traduire par je te vois. Donc ça a très longtemps été ce mot-là. Et puis finalement, je sais pas comment ça s'est fait, mais maintenant c'est devenu comics. Et par exemple, le salon de Barcelone, qui est l'équivalent du salon d'Angoulême chez nous, ils appellent ça le salon du comics. Voilà. Sans faire aucune distinction en fait, sur rien du tout alors? Non. C'est production nationale. Donc même s'ils importent du manga, s'ils font venir du manga. Alors ça, non, ils vont continuer à dire que c'est du manga. Ouais. Mais parce que c'est beaucoup plus facile. Enfin, ça désigne au moins l'origine. L'origine, ouais. Ils vont un peu dire du franco-belge quand c'est des trucs très très précis de la production qu'on peut connaître. Mais sinon, par exemple, justement, Black Ironhead de David Lopez, est-ce que c'est un comics? Lui, il va considérer que oui, parce que c'est espagnol. Donc certes, on peut se dire, oui, mais c'est du super-héros, mais au final, c'est pas américain, c'est espagnol. Et pourtant, c'est publié sur Panel un truc d'américain, mais c'est vrai que c'est un dessinateur espagnol, ouais. Voilà, donc c'est un auteur espagnol. Donc là aussi, je crois que c'était... C'est paru en anglais, non? Aussi, oui, ouais. Mais il le fait traduire, parce que Panel Syndicate est disponible en anglais principalement, mais s'il voulait le traduire, le mettre en français, il pourrait. Il y a pas de limite. Et c'était David Rubin qui en parlait. Pour lui, il disait au final le mot, on va dire, savoir si sa production est américaine ou espagnole, ça va être qui validité. Donc là, dans le cadre de détective Cosmic. Ah, Cosmic Detective, ouais. Cosmic Detective. Je pense qu'il va estimer que c'est comics américain. Parce que les scénaristes, les Mayer et j'ai oublié. Matt Kindt sont américains. C'est surtout eux qui ont géré, donc il va estimer que c'est américain. Ouais, mais donc là, ça sort justement en Espagne chez Astiberi. Ouais. Et dans 15 jours, je crois, sort Le Feu, El Fuego, aussi chez Astiberi, mais qui est là à sa production. D'accord, ouais. Ça, il considère que c'est espagnol. Et Rubin le disait assez régulièrement. Pour lui, c'est très important de faire du comics national.
Donc ils vont dire ça, c'est le comics national. D'accord. Donc le mot, en fait, pour moi, c'est vraiment, ça m'est égal. Ça va juste peut-être parler d'un style, ça va peut-être parler d'une origine, machin. Donc oui, tu vas devoir alors un peu jongler. Je vais un peu jongler. Je vais pas mentir, mais je vais utiliser les mots qui sont compréhensibles par les gens sans que ça enferme le projet. Ouais. Mais même peut-être aussi pour cibler peut-être parfois plus les gens à qui la bande dessinée ou l'artbook ou le zine ou le roman graphique. Ou le roman graphique, c'est ça. Le fameux le vrai roman graphique qui n'est pas de la BD du tout et qu'on peut lire sans honte en France. Mais c'est ça, c'est que mais en fonction du projet que tu peux aussi effectivement changer ton vocabulaire pour plus cibler alors j'imagine un lectorat qui pourrait être plus intéressé ou pas par tel ou tel projet. C'est donc là dans le cas de l'artbook, ça n'a pas été très compliqué. J'ai pu dire que c'est un artbook. J'ai pu dire que David Lopez fait des comics parce que on le connaît beaucoup pour Captain Marvel par exemple. Donc, c'était assez simple. Le vocabulaire pour le prochain projet qui T'as déjà décidé? Oui, j'ai déjà décidé parce que j'y viens de signer le contrat. Ah bah bravo. Merci. Donc pour le moment, je vais pas trop le dire. Ouais, bien sûr. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est une autrice qui vient d'Espagne, qui a fait un gros carton quand son premier comics, parce que comme c'est une production espagnole, son premier comics national espagnol est sorti, ça a été un gros carton et elle a eu beaucoup de prix. Mais oui, il va se poser la question de quel mot j'utilise. Et je pense pas y aller avec le mot comics, même si en Espagne ils disent ça, mais je vais dire une bande dessinée ou roman graphique, par exemple. Ouais. Parce que comics, parce qu'il y a aussi le problème que beaucoup de gens identifient comics avec super-héros ou alors avec un public du coup qui par défaut devient très masculin alors que peut-être c'est pas du tout ce que tu vis forcément. Pour le coup, non. Ce genre de choses. Il y a pas de super-héros, il y a pas de personnage masculin. Donc non, j'ai clairement pas utilisé le mot comics. Ouais, d'accord, très très bien. Bon, et combien tu vises alors à faire de projets par an? Est-ce que donc là tu viens de nous dire que tu as signé quelque chose, mais est-ce que tu as déjà sur du plus ou moins long terme, combien de fois on va parler de toi dans le podcast, alors dans l'actualité, combien de projets vas-tu faire? À chaque projet on va relayer, mais c'est ça, c'est ce qu'on va relayer 2 fois par mois, 3 fois par an? Non, je vais faire assez simple. Je table sur 4 BD, on va dire, dans l'année. Et parce que j'aime bien pas faire les choses comme il faut et aller un peu à contre-courant, et un projet fanzine, une box fanzine. Là-dessus, je vais beaucoup m'inspirer du modèle de Shortbox qui est donc, je connais pas du tout. C'est hyper bien, c'est hyper intéressant, tu devrais vraiment te pencher là-dessus. Ça ferme. Mais non, c'est sa dernière année. Oh non. Bon, Shortbox se finit cette année. Alors c'est quoi Shortbox? Alors Shortbox, ça a été lancé il y a 5 ans. Ah bah, ouais, je crois, ouais. 5 ans, par une Anglaise. Désolée, j'ai oublié son nom. Je sais. Qui a décidé d'éditer des fanzines. Et elle a décidé, donc chacun de ces fanzines qu'elle éditait, elle proposait une box, donc un financement participatif sur Kickstarter, où tu achetais une box et tu avais 4 ou 5 fanzines par box. Et elle faisait ça tous les trimestres. Et elle a eu des grands noms. Elle a eu Nouria Tamarit, qu'on peut connaître pour la louve boréale ou géante. Elle a eu, évidemment, je vais dire que des noms espagnols. C'est pas grave. Elle a eu Xulia Vicente pour Mon sombre chevalier, qui est sorti en France chez les aventuriers de l'étrange. Et elle a eu un prix Ignatz. C'est un prix dédié aux fanzines dans un salon de Los Angeles. Et là, elle vient de l'avoir. Donc, félicitations à elle. Donc, voilà. Donc, ils éditent des fanzines. Et fanzine, en fait, là aussi, c'est un mot valise au final. Enfin, même si au début, ça devait être sur un sujet sur lequel t'étais fan et c'était géré par les fans. Tu peux dire histoire courte. Voilà. À la rigueur, ça marche aussi, quoi. C'est clairement histoire courte, mais ça peut faire 28 comme ça peut faire 90 pages. Donc voilà. Donc j'ai décidé aussi de faire des box de fanzines. Donc là, il y en aura 1 à 2 par an. Donc ça veut dire 5 à 10 fanzines par an. Mais c'est-à-dire que sur les fanzines, c'est à chaque fois c'est une personne qui décide, ou ça peut être plusieurs aussi, et c'est de la créa ou c'est de l'achat de droit? Alors il va y avoir les deux. Ouais. Okay.
Oh, tu vas être fatigué. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Pas du tout. Donc oui, si tout va bien, la première box, je l'annonce en avril. Pour le moment, j'ai 3 titres. Une création pure, donc ça sera ma première création pour Seidkona Press, qui est faite par Paluis, un artiste espagnol qui a eu le prix Ignatz l'année dernière, donc le fameux prix des fanzines pour un autre titre qui avait été édité par une micro maison d'édition américaine. Donc là, il va me faire une création pure. Je suis très très contente de ça. En plus de ça, j'ai découvert qu'on était voisins en Espagne. C'est une mafia. Bah oui, c'est un tout petit pays en fait. Du coup, c'est l'impression. C'est l'impression. C'est clair, j'ai l'impression que tu connais tout le monde en fait. C'est ce que j'avais dit quand on avait parlé de vous dans First Print. Je savais que t'étais espagnol parce que je me rappelle quand même que tu nous avais rendu un énorme service à Comic Con en étant l'interprète d'artistes. Alors c'était Alvaro Martinez. Voilà, Alvaro Martinez quand on a fait la conférence Batman. Et donc je me suis demandé justement si vu je sais que tu parles très bien espagnol, si t'allais en profiter pour faire venir en fait des auteurs, des autrices de ce pays-là. Clairement, j'ai en profité parce que je dis pas que la production en France, il y en a pas, je pense que c'est pas le cas. Oui, il y en a, ouais. Mais je connais très très bien la production espagnole. En fait, c'est assez dingue et même les artistes entre eux se soutiennent énormément. T'en connais un, il va te parler d'un autre. Et ça va être un effet boule de neige comme ça. Ils sont très très forts pour ça. De nouveau, je dis pas qu'en France c'est pas le cas, c'est juste que je connais un peu moins bien. Mais en Espagne c'est assez ouf, d'où mon intérêt. Et il y a des choses en fait qui sont très très cool, et notamment les comics. Je reviens à ce fameux salon du comics de Barcelone. Il y a un prix qui est dédié au fanzine. D'accord, ouais. Ils décernent un prix. Donc, Nouria Tamarit, de nouveau, qui était co-créatrice d'un fanzine. Ils ont eu, elle et ses co-créateurs-créatrices, ils avaient eu un prix à Barcelone. D'accord. Mais ça, c'est pas des choses qu'on a en France de prix de fanzine. Angoulême, il n'y en a pas. Ouais, j'ai l'impression. Il y a le jeune talent. Oui. Ouais. Qui récompense. Si, il y a du fanzina, ça a changé tellement ces dernières années que j'ai un doute sur. Il y avait un moment, il y avait des fanzines qui étaient récompensés. Alors ça s'appelait peut-être pas le prix du fanzine. J'ai oublié, mais si, il y a quand même des choses de jeunes artistes. Qui sont peut-être pas forcément jeunes, mais qu'on dénomine jeunes parce que c'est leurs premiers travaux qui sont présentés. Mais il y a quand même, mais bon, c'est quand même assez rare au final quand tu fais du fanzina, t'es pas forcément considéré comme étant un auteur ou une autrice qui publie, alors que si tu fais de la production, tu crées, tu fais de la bande dessinée, mais c'est juste de fanzine quoi. C'est juste un autre mode de publication en fait, et enfin un autre circuit aussi de l'édition, mais ça fait partie d'un tout. Très bien. Bah écoute Paula, est-ce que je te laisse un mot de la fin juste pour pour inciter les gens à s'intéresser du coup à tout le projet. Qu'est-ce que tu peux nous dire en ouverture, teasing, si tu veux teaser quelque chose, c'est ta carte blanche, les gens sont là pour t'écouter. Déjà, je dirais si vous aimez les comics, les mangas, les BD, bref, le 9e art, suivez. Parce que j'ai envie de vous faire plaisir. J'ai envie évidemment de me faire plaisir, mais j'ai aussi envie de vous faire plaisir. Donc, suivez-moi et l'année prochaine, j'espère que ça va être un peu le feu. Clairement. Et si vous aimez Donjons et Dragons, si vous aimez David Lopez, ou si vous avez des amis qui aiment le jeu de rôle, cet artbook est pour vous. Et je peux le dire là, ce qui n'était pas annoncé jusqu'à présent, mais en effet les personnages seront jouables, c'est-à-dire on va rajouter les fiches caractéristiques. Ok. Ce que David n'avait pas prévu, n'avait jamais prévu même lui dans son édition espagnole, il avait juste prévu on peut mettre les tokens sur Roll20. Là, je vais vraiment parler à des niches de nerds. À des niches de nerds. Mais on va faire, moi et mon Dungeon Master qui m'a initié à Donjons et Dragons, on va faire les fiches des jouables pour les personnages. D'accord, donc en plus d'être un artbook, ce sera aussi en fait un vrai support. Un vrai support de jeu de rôle. Et tu pourras piocher le personnage pour ta prochaine session.
Ok, c'est marrant, ça prend une autre dimension, très bien. Mais en tout cas, Paula, je te remercie de nous avoir donné de ton temps pour présenter Sitecon Press. Marie-Paul, je te remercie aussi d'avoir été là. Donc, pour rappel, le lien dans la description du podcast vous permet d'aller directement sur la campagne Ulule, donc du premier projet de cette nouvelle maison d'édition, donc pour soutenir l'artbook Donjons et Dessins volume 1 de David Lopez. J'espère que cette émission vous a plu, et si comme nous vous avez envie de participer au soutien des éditeurs qui se lancent en France, il n'y a qu'à partager ce podcast pour essayer de le faire découvrir le plus de monde possible. On attendra avec une certaine curiosité les projets qui arriveront à la suite l'année prochaine. Merci de nous avoir écoutés, je vous dis à bientôt. Salut, à bientôt.